la même chose. D'un enroulement auxiliaire. L'enroulement auxiliaire, lui, va se retrouver connecté à travers le condensateur permanent. Regardons de plus près le fonctionnement interne du moteur, où est situé l'enroulement auxiliaire et l'enroulement principal. L'enroulement principal est l'enroulement qui va créer le champ magnétique en fonction du courant qui le traverse. Le sens de la flèche du courant donne le pôle nord pour la partie supérieure, Nord-sud, car nord-sud, le courant est nord-sud, rentrant, nord-sud. et le pôle sud pour la partie inférieure, car le courant vient dans notre direction, créant une face sud. Dans cette configuration, le moteur devrait tourner, mais ce n'est pas le cas, car en définitive, nous avons oublié autre chose. Faisons un arrêt de l'image et regardons comment est situé le sens du courant sur la partie supérieure. Vous voyez, le courant vient dans notre direction et ce courant crée une face sud de son côté. Mais de notre côté, si on regarde le sens de rotation des flèches, nous voyons une face nord. Si maintenant on décide de changer de place notre regard et de le positionner dans le sens opposé, le courant quant à lui reste toujours dans le même sens, sauf qu'il s'éloigne de nous et nous observons maintenant une face sud. Tu comprends le principe? Donc, il y a une pièce qui ne bouge pas, et tu vas avoir toute une série d'aimants. D'accord? Elle ne bouge pas, elle va être statique. Donc, on va l'appeler le stator. À l'intérieur, il y a une pièce qui va tourner, avec toute une série de fils, qui va créer en tournant un champ magnétique. On va l'appeler le rotor. D'accord? Quand le rotor tourne par rapport au stator, grâce au nord et au sud, donc aux aimants qui sont opposés, on va commencer à créer le champ magnétique et faire du courant. Ça va jusque-là? En changeant notre regard de place, nous nous retrouvons avec deux champs que nous voyons pas tourner dans le même sens. Or, notre rotor, lui, va recevoir deux champs opposés et en même temps, avec des courants qui vont le traverser de sens opposé. Un courant qui circule dans un conducteur crée des forces de la place, et ces forces donc opposées l'une de l'autre, ce qui entraîne le blocage de notre rotor. Afin de pallier ce phénomène, nous intercalons un condensateur permanent afin de déphaser le champ magnétique, ce qui permet d'augmenter les forces de la place et de lancer notre rotor dans un sens. C'est bon. Tu comprends? Tu commences à comprendre? Robert? Oui? Donc, si tu mettais quelque chose, une boussole à côté, tu verrais qu'elle tourne dans tous les sens. Parce que le champ magnétique est créé comme ça. Mais ce serait bien qu'on Il faut voyait, un condensateur et un redresseur aussi. ce serait bien qu'on voyait l'implantation avec les batteries de charge, les batteries de force, vous voyez, les batteries de 400 volts et tout ça, comment ça fonctionne, quoi. C'est l'implantation, comme on dit. Oui, mais ici, me demande comment fonctionne un moteur. Je ne vais pas commencer à donner le cours maintenant. Hein. C'est plus intéressant d'avoir le véhicule, l'explication du véhicule. On n'en a pas. Non, mais l'explication théorique, je sais bien qu'on n'a pas de voiture comme ça sous la main. Quoi qu'il y en a de l'autre côté. Hein. Mais là, on ne peut pas, je sais bien aussi. Il faut qu'on s'arrange avec l'autre, avec Dylan. Je m'arrange avec mon Il faut collègue. qu'on s'arrange avec Dylan, qu'on aille voir un peu ça en vrai. Ici, c'est certi, et puis il y a différents roulements. Hein. Ça, c'est important, ça. Je vous l'ai déjà expliqué sur l'alternateur aussi. C'est une cage dans laquelle il y a un ventilateur pour refroidir un moteur. The invention of induction motors permanently altered the course of On n'avait pas une vidéo avec la voiture électrique même. Je vais essayer de trouver, mais je ne suis pas ça pour l'instant, mais bon. Ça va pas être terrible.
Des 4 sont nés là. On a mis le plus là. Puis bloqué, on a mis le plus. D5. D5. On va mettre le plus. On va mettre le moins réduit. Et voilà. On va bloquer. Ça va pas, ça. On va aller sur YouTube, je suppose. Ça peut être plus simple. Plus 2. Toi, j'ai une Porsche. T'as une Porsche, là. Hein? Une Porsche électrique accélérée, ça accélère. Ouais. Oui, ça va très bien. Hein. La S là, non? La Porsche. Ouais, la S Super Sport là. Je crois que c'est... Taycan, Ouais. Ils viennent d'en sortir une à 70-80 000, c'est pas encore si cher que ça. Par contre, ça enlève vraiment de l'effort. C'est un peu comme la Tesla. Ouais, mais c'est... Un peu le même principe. Mais ça fait du bruit quand même. Ça Mais enlève pareil. Je ne sais pas si ça fait autant de bruit que... C'est un faux bruit, enfin. Ben, ça fait... On l'entend quand même arriver, quoi, tu vois. Mais c'est pas autant de sifflement. C'est comme quand tu vois les Formule 1. Tu vois les Formule 1 électriques, ça fait. Mais là, c'est bizarre, ça. Est-il enfin arrivé? Voilà, on va commencer. L'avenir commence-t-il aujourd'hui? Nous avons des réacteurs dorsaux, des overboards, des hologrammes, tout ce qu'on pouvait voir dans les films de science-fiction Je vois des années que voilà. 80. Enfin, peut-être pas les jetpacks. Et maintenant, des voitures électriques que l'on branche à un mur comme un téléphone portable. Alors, qui a eu l'idée et comment cette technologie fonctionne-t-elle en réalité? Avant de nous réjouir de l'avenir, faisons d'abord un petit voyage dans le passé. Bon, on va remonter beaucoup plus loin que tu ne le penses. Tu seras probablement aussi surpris que moi de découvrir que les voitures électriques ne sont pas une invention du XXIe siècle. C'est-à-dire que les moteurs électriques sont sortis à peu près en même temps que les moteurs à pétrole, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent avec des combustibles fossiles comme l'essence et le diesel. Il y a près de 2 siècles. Il faut savoir une chose. Avant de fabriquer des voitures avec des moteurs thermiques, on avait fabriqué des voitures électriques. D'accord? Donc l'électrique existe depuis plus de 100 ans. Il y a même une voiture qui a battu le record des 100 km/h qui s'appelle la Jamais Contente. D'accord? Et donc ce n'est pas nouveau le véhicule électrique. En 1828, un ingénieur hongrois nommé Ányos Jedlik a inventé le premier prototype de moteur électrique et l'a utilisé pour alimenter une petite voiture à modèle réduit. Et il n'était pas le seul à s'intéresser à ce genre de technologie à l'époque. En 1834, le forgeron Thomas Davenport a créé un appareil similaire qui pouvait être conduit sur de courtes distances à l'aide d'un rail électrique. Ça te dit quelque chose? Pense au tramway. Et aux Pays-Bas, le professeur d'université Sibrandus Strating construisait, lui, une petite voiture électrique alimentée par des batteries non rechargeables. Même si l'idée d'un véhicule alimenté avec des batteries aurait pu révolutionner la vie des gens, les batteries primaires, du genre à utiliser une seule fois et jeter, n'étaient pas une solution viable pour des raisons évidentes. Il aurait fallu beaucoup trop de batteries pour faire fonctionner le moteur sur de longues distances à des vitesses aussi basses. Ce n'est qu'en 1859 que le physicien français Gaston Plante a inventé la batterie au plomb qui a définitivement changé pour de bon le moteur électrique. De nombreux pays ont commencé à produire des voitures électriques à 3 roues, jusqu'à ce que les États-Unis fassent une énorme percée. En 1891, ils ont créé le premier véhicule électrique. Et écoute ceci, c'était un wagon de 6 passagers qui pouvait aller jusqu'à 23 km/h. Eh, c'était beaucoup à l'époque. Après ça, les gens ont été ravis et le marché des voitures électriques a prospéré. À la fin des années 1890, les taxis électriques remplissaient les rues de Londres. À l'époque, les voitures électriques présentaient de nombreux avantages par rapport aux moteurs à vapeur et à carburant. Ils ne vibraient pas, ils ne dégageaient pas cette terrible odeur d'essence brûlante que nous connaissons tous, et surtout, ils ne nécessitaient pas beaucoup d'efforts pour démarrer. Au début des années 1900, près d'un tiers des voitures aux États-Unis étaient à propulsion électrique, mais ça n'allait pas durer longtemps.
Vers la fin des années 1920, les infrastructures aux États-Unis s'étaient considérablement améliorées et les véhicules devaient être capables d'aller plus loin et plus rapidement. C'est à ce moment que les voitures à carburant fossile sont passées au premier plan, parce qu'elles étaient beaucoup plus pratiques. Tu vois, la vitesse maximale que les voitures électriques pouvaient atteindre était de 24 à 32 km/h. C'est à peu près la vitesse à laquelle tu peux pédaler sur ton vélo. Un autre problème était que les moteurs électriques de l'époque ne pouvaient parcourir que de 50 à 80 km d'un seul coup, ce qui signifie qu'ils devaient être rechargés toutes les 2 heures. Avec l'amélioration des routes et infrastructures, ce type d'obligation a commencé à paraître contraignant. Au même moment, le démarreur électrique a été inventé et les voitures électriques ont commencé à l'utiliser en même temps que les silencieux, ce qui a rendu leur bruit beaucoup plus tolérable. Pourtant, les voitures électriques ont pris le dernier coup qui leur a été fatal en 1910, quand Henry Ford a commencé sa production de masse de véhicules à essence, ce qui les a rendus ridiculement bon marché, alors que les voitures électriques coûtaient beaucoup plus cher. Les entreprises se sont alors rendues compte qu'il n'y avait plus de place pour les voitures électriques sur le marché. Alors, elles ont donc arrêté de les produire. Passons maintenant au XXIe siècle. Nous avons fait de gros progrès technologiques et nous avons aujourd'hui une plus forte conscience de... Donc voilà, il disait la voiture électrique nouveau, c'est totalement faux. Hein. Vous voyez, il y a plus de 100 ans, ça existait déjà, mais Henry Ford a balancé le truc. Hein, ça, c'est clair. De toute façon, c'est souvent des décisions politiques qui font en sorte que le véhicule se développe pas. De l'environnement. Si on ajoute à cela la crainte de bientôt manquer de ressources pour alimenter nos véhicules, il n'est pas étonnant que les constructeurs automobiles aient décidé de donner une seconde chance aux voitures électriques. La principale différence entre les voitures électriques et les voitures à carburant fossile est que les premières peuvent utiliser une variété de sources renouvelables pour produire leur électricité. Comment ? En fait, la science derrière la voiture électrique est étonnamment simple. Son principe de base est le courant alternatif, voilà, pour lequel nous devons remercier Nikola Tesla et cette découverte il y a plus d'un siècle. Avant que tu ne comprennes le fonctionnement exact qui se cache derrière cela, faisons marche arrière et parlons d'abord des différences entre les courants continus et alternatifs, c'est-à-dire DC et AC pour faire court, ou AC/DC si tu aimes le hard rock. Un courant électrique est le mouvement d'une charge électrique qui transporte des électrons. Un moteur, par exemple, peut être alimenté avec du courant continu, ce qui signifie que les électrons ne circulent que dans un seul sens. Pour la plupart des objets qui fonctionnent au courant continu, tout part de la batterie et se dirige vers ce qu'elle alimente. Les électrons qui se déplacent le long d'un courant alternatif, eux, d'autre part, changent périodiquement et constamment de direction. C'est à peu près le cas de toute énergie électrique de ta maison, du micro-ondes à ta console de jeu. Bref, si tu pouvais regarder les 2 types de courants sur un graphique, le courant continu formerait une ligne plate et l'alternatif aurait des ondes régulières et uniformes de haut en bas. Ça, je suppose que vous êtes au courant et que vous savez maintenant. Quoi ? D'accord ? Comment fait-on pour avoir du courant continu avec un alternatif? Les diodes, pour un diode. Et ça s'appelle comment? Le pont dresseur. On va redresser le courant grâce à un pont de diode. Et l'inverse, on a un onduleur. Hein. Panneau solaire. Pour le dire encore plus simplement, DC serait comme de l'eau qui s'écoule d'un seau avec un trou dans le fond. Et AC serait comme si tu ouvrais le couvercle de ton lave-linge pour regarder à l'intérieur l'eau qui part dans tous les sens. Dans les anciennes voitures, c'est les vis platinées. Ok, arrêtons ici. Alors, qu'en est-il des voitures électriques spécifiquement? Eh bien, la plupart d'entre elles convertissent le courant continu des batteries en courant alternatif. Comme les voitures électriques n'ont pas de moteur à combustion interne, comme les véhicules à essence, elles utilisent leur espace tout à fait différemment. Normalement, on s'attendrait à ce qu'une grosse batterie soit à l'avant, sous le capot, mais c'est complètement différent dans le cas des voitures électriques. Elles ont 7000 batteries lithium-ion qui se trouvent sous le plancher. Cette batterie a une... Répartition des charges, vous voyez. Seulement le problème, c'est que par après, pour l'entretien, ça va, mais pour le véhicule est mort. Durée de vie plus longue et une densité de puissance plus élevée, ce qui la rend idéale pour alimenter un véhicule. Mais l'une de leurs vulnérabilités est le risque de surchauffe et de panne thermique. C'est pour... Surchauffe, qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu des voitures brûlées. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on la plonge dans une piscine. Un bac d'eau. Alors, ce qui s'est passé chez BMW, il y a eu le feu dans une BMI Et oui. je ne sais plus, électrique là. Alors ils l'avaient mis pendant 24 heures dans un bassin, ils l'ont sorti, elle a brûlé. Elle est partie d'un coup.
Pourquoi les voitures électriques ont du liquide de refroidissement qui circule à travers elles pour éviter la surchauffe? À l'arrière de la voiture, on trouve toutes sortes de choses absolument en courant alternatif. On vient d'en parler, hein, il va onduler le courant qui arrive des batteries. Il donne de la puissance au moteur, mais il ne peut pas le faire sans le moteur à induction. Il est lui aussi à l'arrière et il prend le courant alternatif qui vient de sortir du variateur pour créer un champ magnétique rotatif qui fait tourner le moteur. Maintenant, les voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesse ou de levier et elles sont complètement automatiques. Elles ont une transmission. Vous accélérez, hop, ça part. Seulement, ça plafonne à quelle vitesse? 160. Ça ne sait pas aller plus haut. Ouais. Et en Formule 1, ils font plus. Et électrique. 200, 220. 200 maximum. À une seule vitesse qui envoie la puissance du moteur à induction jusqu'aux roues. C'est ainsi que le moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire la puissance physique qui fait tourner les roues et te propulse sur la voie. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Lorsque tu accélères en conduisant, la voiture consomme plus d'énergie. Mais lorsque tu freines, l'énergie est transformée en électricité par le moteur à induction. Ensuite, l'électricité retourne jusqu'à la batterie et est stockée pour que tu puisses l'utiliser plus tard. Ça, c'est de l'efficacité. Une voiture électrique se remplit en étant branchée sur une prise ou une station de charge et elle utilise 3 niveaux principaux de charge. Le premier niveau est la charge de base que tu peux faire à la maison. Elle utilise une prise de courant de 120 volts et ajoute 3 à 8 km de charge par heure. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Il utilise un équipement spécial pour alimenter des véhicules électriques et possède une tension plus élevée, de 120-240 volts. C'est chez nous, 120, c'est aux États-Unis. Hein. Pour ajouter 16 à 40 km par heure de charge. Enfin, la troisième et la plus efficace est la station de charge à courant continu qui fait exactement cela. Il utilise le courant continu pour ajouter jusqu'à 80% de la charge de la batterie de la voiture en moins d'une demi-heure. Vous savez combien ça coûte une charge? Pas grand-chose. Entre 30 et 50 euros. Combien? Pour l'instant, c'est très cher. Entre 30 et 50 euros. Ah, parce qu'il y a le coût du boîtier et tout. Mais je parle en électricité pure, ça coûte rien. Je te dis, pour l'instant, ça coûte entre 30 et 50 euros quand tu te mets une borne. C'est très cher. Tesla, c'est gratuit, non? Enfin, ça se passe comment? Tesla, ce sont des bornes spécifiques pour Tesla et elles sont gratuites pendant un certain temps, oui. Les 5 premières années, je pense. Mais la Tesla, tu l'achètes cher. Maintenant, il y a des bons marchés à 30 000 euros. Le coût de la recharge d'une voiture électrique est également très bon marché. Ça te coûte moins de 5 $ pour une charge complète de ton véhicule électrique à la maison. Et tu peux avoir jusqu'à 240 km avec une seule charge. Cela, bien sûr, dépend de la taille de la batterie. Les plus grosses voitures électriques, avec de plus grosses batteries, peuvent coûter jusqu'à 15 $ pour une charge complète, mais elles peuvent parcourir jusqu'à 480 km. Waouh! Alors je signe bon. Aujourd'hui, les voitures électriques sont moins chères à faire rouler et à entretenir si on les compare aux véhicules à essence. Mais il est indéniable que la voiture en elle-même a un prix d'achat beaucoup plus élevé. Pourtant, selon une étude récente, le coût d'exploitation moyen d'une voiture électrique est de 485 $ par an, alors que celui d'une automobile à carburant fossile est de 1117 $. Donc ce prix initial plus élevé devrait s'amortir avec le temps. Mais il y a encore un autre problème. L'un des composants les plus chers de la voiture électrique est sa batterie. Elle te coûtera un bras et une jambe à la remplacer si elle tombe en panne. Alors attends-toi à devoir débourser entre 5 000 $ et 15 000 $ pour la changer. Mais la plupart des constructeurs d'automobiles électriques donnent à la batterie une garantie d'au moins 8 ans sur une distance allant jusqu'à 161 000 km si cela peut te rassurer au moment de faire ton choix. La bonne nouvelle, c'est que nous constatons un énorme mouvement vers les véhicules électriques pour lutter contre les émissions de carburant et la réduction de la pollution. Le responsable de la recherche automobile en Europe prévoit que d'ici 2025, toutes les voitures en Europe seront les voitures électriques donc sont limitées dans le temps comparé à une essence ou une diesel. C'est illimité. Parce que les batteries, il faut les changer tous les 5 à 8 ans. Plutôt sera le mieux, nous serons tous dans des voitures électriques. Et les voitures à essence appartiendront vraiment au passé. Et ils ne le disent pas, mais les moteurs peuvent s'user après 7 ou 8 ans aussi. Il faut changer le rotor, etc. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Ils ne disent pas tout, hein. Et la scène, toi, tu peux tout jeter.
Non, moi, mon véhicule, dans 20 ans, il tournera encore. C'est ça l'avantage. Le mien est celui des Ou autres. alors tu reconvertis en électrique. Non, je le laisse en diesel. C'est ça le but. L'avantage du diesel, c'est à vie, quoi. Oh, mais il n'y aura plus de station d'essence hein, dans 5 ans. En 2025. Non, non, pas dans 5 ans. C'est pas vrai, ça. C'est vrai, ça, pour moi, C'est pas vrai, ça. Il y aura encore de l'essence du diesel. Il y aura peut-être, Parce que de toute façon, il y aura toujours des camions hein, pour le transport. ça. Et il y a les bateaux, le camion pour le transport. L'essence et le diesel. Je vois mal un camion électrique, moi. Un 38 tonnes De toute électrique. façon, plus tu vas voir, plus Vous avez déjà vu ça, vous? Un Hein 38 tonnes électrique. Un camion de transport électrique, ça n'existe pas. Hein. 2025, c'est impossible. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Quoi? ça veut dire que moi, je vais me résoudre dans les jours à la voiture électrique. Tout le monde, hein? C'est clair. Tout le monde, hein? Comment on fait pour nous en faire Ça reste un autre garage. En fait, on a pas sur les produits mécaniques, on va voir que ça fait des voitures électriques. Oui, oui. Oui, mon cours ne sert plus à rien. J'espère qu'ils n'y arriveront jamais. Hein? C'est possible qu'ils n'y arrivent pas. À quoi? Alors, on va passer à l'électrique. Ah, Si, c'est c'est Non, ce sera du mélange. Ils avaient dit que tout le monde serait vacciné le plus vite possible. Et puis on constate quand même que ben, pour l'instant. Non, je t'ai dit, il y aura toujours du diesel, par exemple, pour les camions de transport. Voilà, injection La directe et 38 tonnes. indirecte. Voilà l'injection indirecte, c'est-à-dire un seul injecteur. Et l'injection directe, un injecteur par cylindre. Alors il y a aussi une autre particularité, c'est-à-dire la forme des pistons est différente. Dans les pistons, on va faire une cavité. D'accord? Ici, J'ai fini les l'exercice. caractéristiques. Quoi? J'ai eu 88% sur le truc électrique, là. Le tumble, c'est-à-dire les canaux d'admission sont subdivisés par des taux de laminage qui, tout simplement, que l'air descende droite, on va le faire rentrer en tourbillonnant. D'accord? Voilà les tumbles, voilà ici. Ok? Donc là, tout simplement, on va guider l'admission d'air. Donc on a le volet de turbulence d'admission et le papillon général pour le tout. Même chose quand il est ouvert. Alors, voilà. Alors, comme je vous expliquais, les différents modes que l'on peut avoir. Le mode stratifié, c'est quoi? Le mode fonctionne en mode pauvre stratifié jusque dans les plages moyennes de charge de régime. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre plus d'air que d'essence et donc on va faire en sorte que l'allumage se fasse vraiment à la dernière seconde. Je lis, puisque cela est possible étant donné que le carburant n'est injecté qu'à la fin du temps de compression, comme je vous l'ai dit. Comme ça, on garde une couverture d'air par en dessous, qui s'ensuit au moment de l'allumage et de stratification du carburant dans la chambre de combustion. Donc, il y a l'air et puis l'essence est au-dessus. D'accord? La couche interne se trouve dans la zone proche de la bougie. L'allumage se compose d'un mélange enflammé. Ça va s'enflammer au-dessus et pas en dessous. Ça, c'est le mode pauvre. Ok? Donc la couche externe enveloppe la couche interne et se compose d'un idéal d'air d'admission et de gaz d'échappement recyclé. Rapporté à la chambre de combustion, tout dans son ensemble, le coefficient de richesse se situe entre 1,6 et 3. D'accord? Oh, ouf, tu, oh non, mais c'est problème. Stratifié, je vais aller par là. Alors, homogène pauvre, donc ça c'est le deuxième. Stratifié, homogène pauvre, il y a homogène. Donc le mode stratifié, la charge de mode homogène, le moteur fonctionne en mode homogène pauvre. Le mélange pauvre est réparti de façon homogène. Donc au lieu qu'il y ait une couche d'air et puis l'injection, homogène, pauvre, tout va être homogène dans la chambre de combustion. Ça va? La chambre de combustion, le rapport essence, évidemment, s'élève à 1,55. Ok? Ensuite, le mode homogène, dans la plage supérieure de charge des régimes, il y a un basculement de mode homogène, le carburant est alors directement injecté dans le cylindre, dans le temps d'admission. Il se mélange comme dans le cas d'un moteur à injection, dans la tubulure d'admission. Homogène, et là on a le lambda A1. Donc, stratifié pauvre, pour faire démarrer le moteur, homogène pauvre, homogène. Vous tenez ces trois principes. Ça va? Et là on va voir normalement la courbe. Voilà.
le mode homogène pauvre, stratifié, et puis le mode homogène, normal. En fonction de quoi? Du tableau de charge et de régime. Ça va jusque-là? Ouais, ça va. Oui. Alors, mode stratifié, c'est quoi? Il faut remplir certaines conditions. Évidemment, la plage de charge et de régime correspondant, donc le régime doit pas être terrible, d'accord? Et les liquides doivent être assez, pas élevés, une moyenne normale. La température du liquide de refroidissement doit être supérieure à 50 degrés, ce qui est normal. Température du catalyseur, NOx, se situe entre 250 et 500. D'accord? C'est pas terrible ça, hein, température là. Donc, volet de la turbulence d'émission tout vert maximum afin de réduire la possibilité. Donc là, on est en injection directe essence. Ici, on voit bien le mouvement tourbillonnant. D'accord? Le piston est en train de remonter. Ce que je veux, c'est que vous compreniez les trois modes. D'accord? Stratifié, homogène pauvre, homogène. Là, comment est-ce qu'on va faire pour en sorte, et on a tout simplement dessiné la base du piston de façon à avoir des turbulences à l'intérieur, carburant à l'air, etc. Injection de l'essence. La forme du piston aide au rendement, c'est ça? Bien entendu. Mais surtout, augmente la turbulence. C'est le principe. Tu vois? Un tourbillon, quoi. Hein. Réalise un tourbillon. Ouais. Voilà. Ici, on voit bien le piston qui a été travaillé. Ok. Et là, évidemment, ben, ce qu'on va faire, on va directement injecter de l'air. Il y aura plus d'air là à un moment donné. L'injection. Donc là, d'un côté, l'injection, de l'autre côté, l'air, et le flux va se faire. Mais il y aura toujours, ici en dessous, ça c'est le direct. Décidément, c'est pas tout à fait bien expliqué. Je voulais voir, ça c'est la combustion complète, je voulais voir le stratifié en combustion. Je le vois pas. Homogène, même chose, ça c'est pas compliqué. Direct, oui. Direct, mais décidément, ils n'ont pas de descente stratifiée. Je pensais que j'en avais vu un. Direct, on voit encore. Une charge. Deuxième injection. Il va attraper froidement ici. Oui, il fait assez froid, de toute façon, on va appliquer. Il est temps de... Ouais, j'en ai un peu... Catalyseur, turbulence. Ce que j'aimerais bien aussi vous dire, c'est vous expliquer. Voilà. Alors, refroidissement. Catalyseur, accumulation, NOx peut accumuler des oxydes d'azote. Donc, les polluants sont dans l'échappement. Il faut qu'on comprenne comme ça. D'accord? L'échappement, au début, il est à 500 degrés, à la sortie, à l'entrée de la casserole d'échappement est à 500 degrés, à la sortie, est à 250. Pas à la sortie dehors, à la sortie en dessous de l'auto. D'accord? Donc, il faut refroidir les gaz d'échappement. Cette opération est assurée par un refroidissement du collecteur d'échappement d'une part et d'un tuyau d'échappement. Le tuyau, on le voit ici. C'est-à-dire que sur le tuyau d'échappement, on a mis une sorte de tuyau en aluminium pour refroidir un petit peu. D'accord? Un déflecteur, si vous voulez. Okay? Qui empêche l'habitacle de chauffer. Ah, il y a intérêt. Hein? Ouais. Alors, même chose ici. Le défaut de ce tuyau d'échappement, c'est ici. Il bouge et il se sectionne. D'accord? Donc, on essaie de diminuer les NOx. Là, détecteur de température, oui, ça c'est à mon aval, c'est la sonde lambda. Voilà, ici, on va essayer de diminuer le NOx dans lequel il y a beaucoup de soufre. Et là, pour pouvoir éliminer tout ça, que va-t-on faire? On va laisser monter le pot d'échappement plus haut en température. Pour brûler, On varie entre 500 et 250, on va monter à 650. Pour incinérer donc, les quand le pot grasses. sera beaucoup plus chaud, il va brûler les résidus qui sont restés renfermés dans le pot d'échappement. Principalement le soufre et le... Incinérateur. Voilà. C'est une sorte d'incinérateur, si vous voulez. Exactement. Donc la sonde lambda à large bande, tout simplement, elle va calculer le taux d'oxygène. Le pot pré-catalyseur, ce n'est pas une... Voilà. La première injection à 300 degrés, ça c'est très bas. C'est au démarrage pratiquement. Deuxième injection, voilà, voilà, ici on voit, non même pas.
J'essaierai de trouver un autre dessin pour la prochaine fois. Mais le pot au freinant, l'échappement, avec les filtres qu'il y a dedans et tout ça, Ouais. il fait perdre de la puissance au véhicule. Non Ouais. Et, Quand il se bouche, oui, hein. et non, mais même quand il fonctionne, je veux dire, tout l'art c'est de faire des filtres qui en même temps ne diminuent pas la puissance, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui est difficile. C'est ça le gros défaut Il faut d'un garder la échappement puissance. catalytique, c'est qu'à un Voilà. moment donné, s'il ne travaille On perd pas la bien avec les puissance. sondes et qu'on ne change pas, qu'on ne vérifie pas, il va se boucher. Ce qui vous arrive de temps en temps, on vous dit votre pot, ben, il est bouché parce qu'à cause de ça. La génération ne s'est pas fait à temps le recyclage. Faut Ça le- va? Faut le On nettoyer. reverra un petit peu ça, voilà les injecteurs. J'essaierai de nous en ramener un. Injecteur à billes. Allez, foutez le camp parce qu'il fait très froid.